On est très heureux de vous accueillir et on est très heureux d'accueillir nos 5 prestigieux invités. Donc je vous rappelle juste que l'exposition est visible jusqu'au 18 septembre à la médiathèque. Dans le cadre de l'exposition, on vous propose plusieurs animations. Donc samedi prochain, une projection d'un court-métrage présenté par les réalisateurs qui s'appelle Sounds from Darkness et qui sera suivi de la projection d'un long-métrage d'un film qui a été projeté au Brady dans les années 60, La Nuit du Loup-Garou. Voilà. Le 2 juillet, une balade dans le 10e, un peu à la découverte du quartier, du point de vue des cinémas, salles de spectacle, visite historique. Donc il reste encore une quinzaine de places, vous pouvez encore vous inscrire. Et puis des séances spéciales aussi au Brady, donc notamment lundi prochain, le 20, une séance du Cavalier Noir. Voilà. Et donc je laisse tout de suite la parole à Christophe Beer, modérateur de la soirée. Oui, bonsoir. Donc, je vais vous présenter nos invités. À ma gauche, l'homme par qui tout ce scandale est arrivé, c'est Jacques Torrance, puisque Jacques Torrance a été projectionniste au Brady dans les années 2000, dans une période d'une année ou deux. Et surtout, il a sorti un livre que vous pouvez d'ailleurs trouver sur le stand de la librairie Potemkin à l'entrée de la médiathèque. Un livre sur le Brady, cinéma des damnés. Alors on essaiera de comprendre un peu ce sous-titre, ce titre à propos du Brady. Et donc ce livre est sorti en septembre-octobre. En octobre, et il y a déjà eu 4000 exemplaires de vendus, ce qui est quand même assez remarquable. Il y a beaucoup d'écrivains qui souhaiteraient avoir ce genre de chiffres de vente. Et donc ce livre a remis effectivement un coup de projecteur sur ce cinéma, sur l'histoire de ce que peut être des salles de quartier. Et puis il y a aussi dans la salle Gilles Chétagnan qui avait également cette volonté depuis longtemps de créer une exposition autour du Brady. Donc voilà, donc Jacques Torrance à ma gauche. À ma droite, il y a Jean-Pierre Mocky. Donc, faut-il vous présenter Jean-Pierre Mocky. Le rapport de Jean-Pierre Mocky avec le Brady, c'est que... quand est-ce que vous l'avez acheté? En 94. 94. J'y suis resté 14 ans, avant de le céder à mon camarade qui est là. Et en fait, vous-même, vous avez été caissier, je vous ai jeté dehors après. C'est vrai. Pas parce que vous alliez voler dans la caisse. Non, non, c'est parce que je demandais trop d'argent. Il a été caissier, lui, projectionniste. Tout le monde était dans le coup, là. Oui, donc Jean-Pierre, votre place à cette table ronde est tout à fait justifiée. D'autant que j'ai creusé de mes blanches mains, j'ai creusé la deuxième salle, parce qu'il n'y avait qu'une salle. En fait, à l'origine, le Brady était un cinéma en longueur, très long, comme ça, et très étroit. Il comprenait 180 places, et il était géré par une vieille dame de 92 ans. Voilà les caractéristiques. Et son public, il était permanent. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le permanent. C'est-à-dire que les séances ne s'interrompaient pas. Elles continuaient. Il y avait toujours un dessin animé ou un truc comme ça qui passait, un peu de publicité, puis ça passait. Et le résultat de ce côté permanent, c'est que des mendiants, des gens qui n'avaient pas beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui des SDF, eh bien, ils venaient, ils rentraient à 2h avec un ticket et ils partaient à minuit. Mais entre-temps, ils avaient leurs petites gamelles, ils avaient leurs frites, ils avaient leurs sardines, ils mangeaient. Et ils dormaient. C'est-à-dire qu'ils voyaient le film, après ils restaient couchés là, sur un fauteuil, quelquefois sur 2 fauteuils, etc. Et après, il y avait des exhibitionnistes. Et ça, mon ami, je crois, l'a raconté, il y avait un Égyptien qui se baladait tout nu et qui essayait
de violer les dames qui avaient réussi à rentrer là-dedans, même si elles n'étaient pas toutes de première fraîcheur. Donc c'était un peu bizarre tout ça. On va parler de tous ces petits... Oui, justement, dans cette faune, il y avait aussi un personnage qui, dans le livre de Jacques Torrance, s'appelle le bisophile, c'est ça? Oui, le bisophile, donc c'est Laurent Savoyen, donc, qui est là, qui lui va pouvoir témoigner de son expérience de spectateur, nous confirmer s'il a vu un jour l'Égyptien ou d'autres choses. Et à la droite de Jean-Pierre, il y a monsieur, oui, donc le repreneur du Brady. Et actuel exploitant. Alors, il n'y a plus, vous l'avez vu l'Égyptien? Non. Moi j'ai raté l'Égyptien, j'ai raté beaucoup de choses en fait. J'ai raté tout ce que vous m'avez raconté, tout ce que j'ai lu dans le livre, tout ce que Jean-Pierre m'a déjà raconté sur le Brady. Voilà. Alors en fait, le Brady est né en 1956. Dans la petite exposition, vous pouvez même voir l'affiche du premier film, Les Bérets Rouges de Terence Young avec Alan Ladd. Est-ce que la première question, j'aimerais la poser à Jean-Pierre Mocky, parce que je me souviens que vous m'aviez raconté que cinéphile, vous alliez souvent dans les salles de quartier avec François Truffaut, notamment. Vous avez vu un film. François qui était en culotte courte. François Truffaut a porté des culottes courtes pendant très longtemps, même lorsqu'il a été adulte. Et une petite culotte noire, elle était noire. Et c'est lui qui avait décoté deux cinémas, le Midi-Minuit et le Brady. Alors c'était deux cinémas où on passait justement des films d'horreur. D'ailleurs le Brady, la façade du Brady qui existe dans un livre, alors pas le livre de M. Torrance, mais par contre un livre sur les vieux cinémas de Paris. Et en fait, la façade du Brady, c'était une mort, la mort, avec la tête de mort, et la faux. Et elle était découpée en contreplaqué, et elle était accolée à la façade. Et ça faisait peur à tout le monde, les enfants avaient peur en passant devant, parce que c'était la mort, telle qu'on la voit dans des récits fantastiques, et plus particulièrement en Suède, où la mort avec la faux est un symbole des films de Bergman et autres. Bon voilà, donc ce cinéma était donc un cinéma où j'allais avec Truffaut, on y entraînait Godard, Chabrol et René, Alain René également qui allait là-dedans. Vous vous souvenez de quelques films que vous avez vus? C'était quelles années? C'était dans les années 50, entre 50 et 60. On a passé. Donc vous avez connu en fait. Alors moi, en 50, ça n'existait pas le Brady, il n'existait pas. Mais on a porté l'ouverture du Brady en fait. En 56, 57, c'est le début de nos films. Truffaut a tourné les 400 coups, moi j'ai tourné les Dragueurs. Et Godard a tourné à bout de souffle, et Lelouch a nommé une femme. Alors c'était cette époque-là. Et tous ces gens-là allaient au Brady. Et ensuite allaient manger dans le passage Brady, que les gens connaissent aujourd'hui. C'est un passage qui ressemble un peu à Singapour, si vous avez été à Singapour. Et il n'y a que des restaurants. Alors vous traversez ça, il y avait un problème parce qu'il y avait une verrière qui était cassée, il y avait des morceaux de verre qui tombaient. Et puis il y avait tous les restaurants indiens, les uns derrière les autres, et ils se battaient pour avoir les clients, parce qu'il y en avait un qui était meilleur que l'autre, moins cher, plus cher. Et alors on allait manger là, avec Truffaut et Chabrol, on allait manger dans ces restaurants indiens. Voilà l'histoire du Brady. Alors le Brady, en dessous, il y avait un autre cinéma qui était notre concurrent, en fait, et qui s'appelait l'Archipel. Enfin, il s'appelait, pas à l'époque, il s'appelait pas comme ça. Hein. Alors lui, si vous voulez, il passait des films plutôt normaux, disons, en seconde exclusivité, c'est-à-dire quand il y avait un film de Gabin, il le passait là, mais il passait pas ces films qui étaient ramassés au Brady comme des espèces de curiosités, parce que c'était que des films curieux. Par exemple, il y avait un film avec Vincent Price. Et alors, c'était l'histoire d'un type qui était dans un château
Et puis il y avait un mort, il y avait un squelette qui partait dans tous les sens. Ça s'appelait La nuit de tous les mystères. Ensuite, il y avait un film très particulier que nous avons passé d'ailleurs, et qui est un film dans lequel deux sœurs siamoises, donc attachées, il y en a une des deux qui tue quelqu'un, qui tue son amant. Donc elle est mise en prison, mais la siamoise est mise en prison en même temps, puisqu'elle est attachée. Alors, dans ce film particulier, à la fin du film, le type ne sait pas comment finir son film. Alors c'est un film de série Z, et alors il y a un juge qui juge donc cette femme, qui doit la condamner, mais s'il la condamne, il condamne la sœur qui est attachée. Alors il se retourne vers le public et le film se termine comme ça, il dit qu'est-ce que je dois faire? Oui, Jean-Pierre, le film s'appelait L'amour parmi les monstres. Vous le connaissez, là? Oui, L'amour parmi les monstres. Alors c'est ce film-là dont je parle. Mais alors on avait vu ce film aussi, on a vu plein de films, il y en a d'autres, des films complètement fous. Aussi un film que vous n'avez pas vu sur la guerre des taxis. Parce qu'aujourd'hui, il y a la lutte entre les Uber et les taxis. Mais les Américains avaient fait toute une série de films sur la lutte entre les compagnies de taxis. C'est-à-dire, il y avait une compagnie qui luttait contre l'autre compagnie. Et aussi les livreurs de lait. Alors, il y avait Mickey Rooney là-dedans qui jouait un rôle et il se battait, il dirigeait une usine laitière et il se battait contre d'autres types qui livraient du lait. Alors ça donnait plein de lait qui se répandait partout, etc. Et c'était des films que personne ne passait. Ça passait pas en Normandie, ça passait pas aux Champs-Élysées, ça passait pas même sur les grands boulevards, ça passait au Brady ou au midi-minuit. Et le midi-minuit, c'était plutôt quelque chose de sexy, avec des bonnes femmes, un peu Pamela Anderson, enfin ce genre-là. Voilà. Laurent Savoyen, justement, est-ce que vous alliez au Brady pour voir ce genre de film? Oui, donc j'ai commencé à fréquenter le Brady en 80. Un peu tard, jusqu'en 96-97. Oui, ce qui nous attirait au Brady en tant que spectateurs qui voulions voir autre chose que ce qui passait à la télé habituellement, c'était des films fantastiques, des films de SF, et puis disons-le franchement, plus ça tâchait, plus c'était horrible, plus les ados attardés qu'on était avions envie de voir ces films-là. Faut réaliser qu'à l'époque, on n'a vraiment quasiment aucun film fantastique à la télévision, à la fin des années 70. Et donc le Brady qu'on a découvert par la lecture de magazines, parce que donc il y a la demi-génération avant nous qui parlait de ce cinéma-là qu'il fréquentait. Donc nous, on découvrait le cinéma par ces magazines amateurs, les fanzines, et c'est vraiment ces films-là, oui, qu'on voulait voir. Les films d'horreur, les films tordus. Justement, les films d'horreur, Jacques Torrance, ça n'a pas tout de suite été la spécificité du Brady. C'est venu, en fait, vous pouvez nous raconter... En 65 ? Oui, mais oui. Je crois que faudrait peut-être dire un mot sur le gérant, le patron du Brady, qui en fait avait testé la programmation du cinéma d'horreur. Une autre salle qui était le Colorado, il a vu que ça marchait. Et il a eu comme ça l'idée de faire une chaîne. En fait, il avait plusieurs salles sur Paris. Il y avait des salles d'art et essai qui s'appelle Henri Douvin. Henri Douvin. Ah oui, moi je les connais, Henri Douvin. J'y avais toute une famille. Attendez, vous allez nous dire un mot sur Henri Douvin, mais d'abord Jacques Torrance, oui. Bon, je dirais rien. Vous l'avez pas connu, Jean-Pierre? Si, j'ai connu toute la famille, ils sont au moins une dizaine, les Douvins. Mais est-ce qu'il y a un Douvin dans la salle? Non. Douvin, Non. Ce qu'on a oublié de dire avant que je ne l'oublie, c'est que nous avons été les seuls en France à passer Gorge profonde. Oui. Un film pornographique dont nous avions trouvé, c'est un type qui nous a amené la copie. En secret, c'est-à-dire il avait sa copie dans un sac, il nous l'a amené, et on a été attaqué par le CNC pour avoir passé ce film.
Mais qui était le personnage avec ce sac? C'était qui? C'était un type qui avait hérité d'une copie de Gorge Profonde, parce que Gorge Profonde est un film pornographique. Et ce qui était étonnant, c'est que quand on l'a passé, il n'y avait que des femmes pour le voir. C'est bizarre, hein? C'était un film porno, normalement c'était des hommes qui allaient voir ça. Mais non, il n'y a eu que des jeunes femmes qui parlaient. Le film parlait de la jouissance d'une femme. C'était l'histoire, enfin, je ne vais pas la raconter, c'est trop dégueulasse. En fait, c'était une femme qui avait une gorge profonde, c'est-à-dire... Oui, elle avait son orgasme ingurgité, ce que vous pensez, oui. Et donc... elle avait un clitoris dans la gorge. Et jouée par une espèce de bonne femme brune qui n'était pas belle d'ailleurs. Mais le film a fait le tour du monde, parce que c'est un film interdit. Et ensuite, nous avons passé la suite, qui s'appelait Derrière la porte verte. Qui est très bien. Vous l'avez vu celui-là? Je les ai tous vus, bien sûr. Programmés. Mais le problème, et ça, on a donc essayé le porno au Brady à un moment, et ça n'a pas marché, à part ces deux films-là. Les autres, on avait des trucs complètement minables, des films, ce qu'on appelait des pornos soft. C'est quelque chose d'horrible, parce qu'il n'y a rien, il ne se passe rien, mais en fait, les gens sont sur leur faim, et c'est des conneries noires. Bon, alors, en fait, vous êtes en train de prendre la défense de la pornographie et je vous en félicite. De la vraie pornographie. Oui, la vraie très bien. Mais Gorge Profonde était vraiment un film porno, un bon film, pas mauvais. Quoi. Mais derrière la porte verte, il y a même des effets artistiques, non, c'est pas mal, de sonorisation. Et c'était parce qu'on essayait de nous vendre des films porno qui n'avaient aucun sens, aucun peps. Alors en 65, avant Gorge Profonde, le Brady n'est pas encore la formule que vous avez connue en 2000. Ah oui, déjà, il n'y a pas de double programme. En 2000, en fait, c'était un mélange de films de Moki et de l'ancienne programmation et de temps en temps de films récents en troisième semaine. Il ne faut pas oublier les films muets. Parce qu'on a quand même passé du feuillade, c'est-à-dire du feuillade, c'est quelque chose, feuillade. C'était les premiers Fantomas. Alors ceux-là, ils étaient vraiment au ralenti. C'était des films qu'on a passés, que Gaumont nous a passés, et on a donc joué le rôle un peu d'une cinémathèque. Et puis on a joué beaucoup de films avec des noirs, par exemple Superfly, ou des trucs comme ça, qui sont des chefs-d'œuvre de films rien qu'avec des noirs. Parce qu'on pensait que dans le quartier, qui est un quartier très noir, très pakistanais aussi, les Noirs viendraient voir les films. Ils ne venaient pas. C'était des Européens. Mais vous l'avez passé un an quand même. Hein? Vous l'avez passé un an quand même, donc super. C'est qui? Oui. Non, mais je l'ai passé un an parce que les Européens venaient le voir. C'est le seul endroit où vous pouvez le voir. Et à propos de Fantomas, il y a une anecdote aussi qui montre un peu la personnalité du Brady. Oui, c'est qu'en fait, le film était en 16 images par seconde et les projecteurs tournaient à 24, donc le projectionniste qui était très bon, Jean Fournier, a bricolé le projecteur lui-même, il a coupé une courroie, il a raccourci, il a pensé. Oui, il a lui-même bricolé le projecteur alors que, bon... Et les films justement de série B ou Z dont parlait Jean-Pierre, souvent les copies étaient parfois des débris. Elles dataient des années 70, donc on passait des films des années 70 en 2000. Combien de temps il passait pour restaurer un film? Le mot c'est pas restaurer en fait, c'est juste qu'il fallait qu'il vérifie qu'il n'y ait pas de cassure parce que la pellicule pouvait casser. Donc il fallait vraiment qu'il vérifie au ralenti en le tournant comme ça et qu'il colle chaque partie parce qu'il suffit qu'il y ait une petite cassure et là ça déchirait sur toute la longueur et il fallait couper. Donc il pouvait passer 5 heures. Donc, vous avez ce genre de problème technique là pour le Brady d'aujourd'hui? Alors les cassures sur le cinéma numérique, ça devient un petit peu plus difficile quand même. On peut avoir des bugs informatiques, c'est à peu près la seule misère qui peut nous arriver, il nous en arrive parfois. Mais l'époque du 35 mm, on l'a abandonné il y a 3 ans. Pour autant, on présente toujours des films en 35 mm. Et j'allais dire, parce qu'on présente de moins en moins de films en 35 mm, on est finalement, quand on a une copie qui nous est confié, presque obligé de prendre toutes les dispositions pour vérifier chaque collage. Ce qu'il expliquait, c'est que plus une copie passe dans un projecteur,
plus le risque de l'endommager est grand, et donc il y a des cassures, on fait des collages. Les collages, c'est du scotch tout simplement. À l'époque, il y a très longtemps, on faisait ça avec de l'acétone, ça tenait un petit peu mieux. Maintenant, en tout cas, la règle a été de le faire avec du scotch. Le scotch, ça vieillit, et donc quand ça passe dans un projecteur, c'est manipulé, ça peut casser. Donc là, le travail de monsieur là, c'était vraiment de s'assurer que et les collages pouvaient tenir, que la pellicule elle-même n'avait pas de déchirure, et de s'assurer que les déchirures soient protégées par un autre collage, ce qui devait rendre quand même la pellicule assez rigide du fait du nombre de collages successifs. Voilà. Mais donc le cinéma à l'heure actuelle, aux grandes dames de certains spectateurs, des puristes ou des collaborateurs, voilà, maintenant on n'a plus beaucoup de 35 mm. On est même dans une période où il est très difficile parfois de pouvoir se procurer, pour le proposer aux spectateurs, quelque support que ce soit, parce que tout le cinéma n'a pas été numérisé. Votre catalogue, Jean-Pierre, pour le moment n'est pas encore numérisé. Je n'espère pas qu'il y ait des films qui puissent être préservés, puissent être mais c'est très cher, vous savez, la numérisation. Je sais que pour Solo et l'Albatros, c'est 113 000 €, les deux. Donc c'est l'État qui doit préserver tout ça. Donc l'État nous donne des subventions pour numériser les films. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui peuvent pas le faire. Hein. Il faut que le film ait déjà une certaine cote pour pouvoir être numérisé. Donc c'est insoluble. Il y a des pauvres films qui ne peuvent pas le faire, qui ne seront jamais numérisés et qui disparaîtront. On a l'impression que le Brady, c'est un cinéma un peu, disons, pirate. Parce que là, vous nous parliez de cet homme qui avait dans un sac gorge profonde. Ah, oui. Ces films-là n'étaient plus véritablement officiellement en exploitation. D'où venaient tous ces films qu'on vous apportait? Par exemple, vous parlez des westerns rouges. Vous pouvez nous parler de ça, un peu c'est dans votre livre. Qu'est-ce que c'est que les westerns rouges? Et d'où viennent-ils? Comment vous aviez ces copies? En fait, c'est le titre du chapitre, mais c'est parce que j'ai passé un film grec qui s'appelait Quand le Colt sonne le glas, et la copie était toute rouge. Et oui, après, je fais une jonction avec le western. Mais ça ne gênait pas les spectateurs du Brady? Non, parce qu'ils étaient rouges aussi, gris plutôt. Non, mais c'était rougeau. Le rouge vient du fait de la détérioration de la pellicule, c'est-à-dire que Scorsese était venu une fois, pas Martin Scorsese était venu à Paris, il nous avait dit il faut tout changer parce que tous les films vont foutre le camp, quoi, les films en couleur. Et moi, j'ai un film qui s'appelle Les Talons de 70, et ben, la copie 35, elle est rose, elle est plus visible, elle est visible, mais ça n'a rien, quoi, c'est plus de corps. Puis c'est les couleurs, en fait, Les couleurs disparaissent, malheureusement, au bout d'un certain temps, d'où la numérisation, d'où la préservation par des masters qui sont fabriqués, mais qui coûtent très cher, parce qu'il faut faire ça mètre par mètre, etc. Laurent, ça vous dérangeait l'état des copies ou... Donc je viens de province, je pense avoir été habitué à des projections assez étonnantes dans les années 70. C'est-à-dire on avait à l'époque, donc si je ne m'abuse, on avait deux projecteurs dans la cabine de projection, les bobines alternées. Ouais. Et il y avait, la plupart du temps, il y avait toujours un projecteur qui déconnait. Donc on avait une bobine où on entendait bien le son, l'image était nette, et on angoissait au changement de bobine. C'est pour ça que dès ado, on prenait conscience de ça, parce que d'un coup, on voyait l'image sauter, puis ça devenait flou, le son était pourri. Donc on était déjà habitué finalement à des projections, mais on était dans des salles, dans d'immenses salles avec des balcons. Et des projectionnistes alcooliques. Il y avait une ambiance, on voyait autre chose qu'à la télé, donc on était quand même conscient, si on voulait voir des vieux films, qu'il fallait faire avec. Ça faisait partie de votre plaisir de spectateur, peut-être? Oui, tout à fait, quelque part. C'est bon, de toute manière, on voit autre chose, hein, c'est toujours ce sur quoi on insiste. On savait que les films tournaient d'une salle à l'autre. Et bon, on ne regrette pas ce temps de voir des copies pourries. Et au Brady, vous aviez l'impression de faire partie d'une famille,
Parce que comme vous avez été donc vous êtes allé presque toutes les semaines au Brady. On peut dire ça, mais d'une famille, je ne sais pas, parce que donc à l'époque, j'étais timide, réservé. Est-ce que vous parliez par exemple à Jean Fournier? Non. Mais il y avait des gens qui peut-être, vous avez vu des spectateurs qui lui disaient il faudrait que tu nous passes des soucoupes volantes. Oui, on voyait bien qu'il y avait une ambiance, mais quand on a 20 ans et qu'on est assez réservé, on vient de province, on n'ose pas aborder le... Est-ce qu'on vous a abordé dans le Brady? Ah oui. Oui, parce que donc venons-en au fait, au moins en province, donc on était tranquille dans la salle, tandis qu'au Brady, si on n'était pas passionné, si on n'était pas un mec, on avait peu de chances de tenir le coup quand même, parce que donc aborder, c'est tout au moins quand quelqu'un venait près de vous et que vous commenciez à sentir les effleurements au niveau de l'avant-bras ou des cuisses. Donc il n'y avait aucun doute, la personne n'était pas là pour venir voir un film fantastique. Mais c'est arrivé souvent? Ça m'est arrivé, et pas que au Brady, hein, je précise un peu que ça arrive aussi dans les cinémas de Pigalle ou d'autres salles des Grands Boulevards. Oui, ça m'est bien arrivé une petite dizaine de fois sur mes premières années à Paris. Et donc c'est quand même un peu l'angoisse à chaque fois, parce que on essaie toujours de se mettre dans un coin en espérant que personne va venir s'asseoir à côté de vous, parce qu'il y a quand même de la place partout. Si la rangée est libre et que quelqu'un va venir s'asseoir à côté de vous, une fois sur deux, vous dites merde, c'est pour moi. C'est pour ça que dans cette salle, si vous voulez, il n'y avait pas beaucoup de femmes seules. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'hommes et pas beaucoup de femmes seules. Les femmes venaient avec quelqu'un, ou bien elles venaient avec quelqu'un, parce qu'autrement, je pense qu'ils ne venaient pas seuls. Et alors, le Brady, les quelques fois où j'ai présenté des films au Brady, le public, c'était toujours les mêmes. C'est-à-dire il y avait quand même toute une série de gens qui venaient et qui étaient toujours les mêmes, et ils avaient des têtes extraordinaires. Vous en avez fait jouer, justement. Oui, c'est parce que c'était la cour des miracles. Ça ressemblait un peu... ça m'a fait penser à François Villon, parce que François Villon, c'était le chef des mendiants, vous savez, c'est un personnage historique, François Villon. Et il y avait là-dedans un peu cette atmosphère-là. On se serait cru un peu dans un autre siècle. Parce que les gens étaient habillés bizarrement. Et un jour, j'ai vu un spectateur entrer avec un morceau de plastique sur la tête. Un autre qui avait le nez qui coulait parce que c'était en hiver, donc il avait de la goutte au nez. Un autre qui avait un slip et rentrait avec une veste et une espèce de slip. Alors, il y avait des personnages vraiment qu'on ne trouvait qu'au Brady, en fait. Des personnages bizarres. Et on se disait, c'est bizarre que ces gens qui sont bizarres se retrouvent tous, parce qu'il pourrait y avoir un ou deux ou trois personnes bizarres, mais il y avait l'air d'y avoir que des gens bizarres. Et ce qui était encore plus bizarre, c'est que mon chef, mon caissier, était très bizarre, mais il recevait parce que les putes faisaient le trottoir devant le Brady, ce que je sais pas si ça se fait encore, mais il y avait une bande de putes qui faisait le trottoir devant et qui quelquefois venaient au cinéma avec leurs clients. Ça arrivait aussi. Confier leur parapluie au caissier, ce qui fait que dans la caisse, il y avait une dizaine de parapluies, c'était les parapluies des putes. Elles étaient bulgares en plus. Et il y en avait des bulgares, et le caissier est parti d'ailleurs avec une des bulgares à un moment donné. Donc c'était un monde très particulier. Je ne sais pas si ça existe encore, parce que je ne connais pas son nouveau Brady. Depuis tout à l'heure, j'essaie de lever la main et dire on parle bien sûr du passé du Brady. Voilà. J'ai donc racheté le cinéma Jean-Pierre en 2010. Je vous l'ai vendu avec les putes et tout le bordel. Donc il y avait peut-être tout l'équipement à l'époque. Mais donc voilà, le Brady est redevenu... Aujourd'hui, quel est celui dont vous avez envie de nous parler? Oui, peut-être Django. Mais bon, en même temps, il regardait les films, mais il oscillait entre le bistrot et le... le reste du temps, il regardait une fois le film, il allait à la fois pour dormir, et en même temps, il oscillait entre le bistrot et le Brady. C'était un habitué, oui. Il a joué dans les films de Jean-Pierre? Non, il dit qu'il a toujours refusé parce qu'il est militaire, donc il n'a jamais travaillé. Ah. Non, mais on a eu celui qui a été arrêté, un gangster qui a été arrêté au Brady.
Ah, ça, vous ne l'avez pas mis dans votre bouquin, vous n'étiez pas là, vous. Le copain de Fadjiali. On a arrêté un type là, il avait plein de sang, là, je me rappelle, il avait tué quelqu'un, je sais pas. On l'a arrêté dans le Brady, qui est parti du folklore du Brady. Et vous avez engagé quelques gens bizarres, donc Oui, mais moi j'ai engagé des spectateurs. Il y avait des types avec des têtes extraordinaires. Et c'était tous des gens du quartier. D'ailleurs, ils sont venus m'aider. Quand j'ai creusé la deuxième salle, les gens du quartier sont venus m'aider. Alors il y a une chose... C'était très bien et ils étaient vraiment très gentils, tous ces gens. Il y a dans le livre, là, il y a quelque chose qui paraît complètement fou, c'est que pendant les travaux, le cinéma n'a pas fermé. Ah non, on continuait à travailler, mais on ne faisait pas de bruit. C'était le matin. C'est un peu comme les prisonniers qui creusent un tunnel pour s'évader. On était en train de tirer la terre. Parce qu'en fait, ce qu'on avait fait, on avait creusé en dessous du cinéma. Donc il fallait enlever de la terre. Donc on remplissait des sacs de terre, ça faisait pas de bruit, ça. On cassait le truc jusqu'à 2h de l'après-midi, et à 2h, quand la séance commençait, on ne faisait que ramasser. On ramassait. C'est vrai, on mettait ça dans un camion. Mais oui, Non, mais... il ne travaillait pas pendant les séances. Mais dans le livre, vous racontez qu'on voit même de la salle, on peut voir l'extérieur. Oui, parce qu'à un moment, ils avaient cassé un mur. Et, oui, ça a duré combien de temps ce moment? Ça n'a pas duré longtemps, quelques jours. Non, mais il se passait des trucs dans le cinéma, parce que derrière, il y avait un appartement bizarre, un appartement étrange. Comment ça? Quel appartement? Parce qu'en fait, c'était le Brady était un ancien théâtre de femmes nues, ce que personne ne sait. Parce que vous parlez des années 50, où il a créé, mais qu'est-ce que c'était avant ce truc-là? C'était un espèce de beuglant que la bonne femme a transformé en cinéma. Mais il y avait des strips, et c'était un peu comme le concert Mayol, qui est un peu plus loin dans la rue. Et c'était des Gabin étaient là. Gabin, parce que les gens ne savent pas que Gabin couchait au Brady. Enfin, dans ce qui était le Brady, ça s'appelait peut-être pas comme ça. Et ça c'est les années 30 quand il c'était en 30, ça. Il existait déjà ce local. Il fait partie d'un immeuble. Vous êtes dans un immeuble, on l'a pas construit au moment où je suis rentré dedans, il existait. Et c'était ce qu'on appelait, avec le Concordia, le Glory, tout ce qui était rue du Faubourg Saint-Martin, il y avait des trucs où il y avait des figurants de cinéma, il y avait des stripteaseuses, il y avait plein de cabarets là, autour d'ici, autour des Brady. Et le Brady il y avait des chorus girls qu'on appelait, c'est-à-dire des bonnes femmes qui étaient à poil, à moitié à poil. Il y a même Arletty qui avait dansé là. Arletty, elle était toute nue, elle dansait au Brady. Mais ça, les gens ne savent pas parce qu'il faut remonter au-delà du Brady. C'est-à-dire avant que le Brady ne devienne le Brady. C'était un beuglant, ce qu'on appelait un beuglant. Et Gabin chantait là-dedans avec son père. Il faut lire les trucs. Finalement, vous devriez écrire un livre sur le Brady avant. Oui, avant. Mais ça s'appelait, je ne sais pas comment, parce que moi, j'étais pas né à ce moment. Enfin, j'étais tout petit, donc je ne m'en rappelle pas. Moi, j'étais pas là. Mais ici, le quartier dans lequel on est, le 10e, ça a été formidable sur le plan artistique. Il y avait tous les figurants. Il y avait un figurant avec son chat. Il y avait un figurant avec un singe. Ils étaient tous dans des bars. Ici, ils attendaient le contrat. Et il y avait des régisseurs de cinéma qui venaient et qui engageaient les gens pour Duvivier, pour tous les grands metteurs en scène de l'époque, Christian Jacques et tous ces gens-là. Il y avait des régisseurs et tous ces types se réunissaient là. Il y en avait un qui avait plus de couilles, on lui avait coupé les couilles. Il se baladait avec un chien, il parlait avec une petite voix. Il y avait des personnages étonnants. Et ça, vous les avez connus? Moi, je ne les ai pas connus, mais quand vous avez un film qui s'appelle Lady Paname, avec Louis Jouvet et Suzy Delair, qui vous raconte un peu ça, c'est un film de Janson, d'Henri Janson, que je ne sais pas si les gens savent qui c'est, mais c'était un grand bonhomme. Alors, c'était une atmosphère, c'est-à-dire ce quartier dans lequel vous êtes, il n'y avait que des acteurs, mais des acteurs malheureux qui mangeaient des sandwichs à midi, qui n'avaient pas de quoi bouffer. C'était des personnages qui venaient faire de la figuration parce qu'il y avait une corporation de figurants qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus de figurants. Les figurants, c'est des gens comme ça, comme vous et moi. Il n'y a plus de figurants. C'est une profession qui a disparu.
Le figurant, c'était un type, un smicard, et il essayait de gratter un cachet. Et ils avaient des têtes extraordinaires, et puis ils étaient mal habillés, en hiver, ils avaient des trucs, les femmes avaient des manteaux de fourrure mangés par homites, des trucs comme ça. Et c'était un monde, mais on pouvait le trouver que dans le 10e, c'est-à-dire en bas à la porte Saint-Denis ou porte Saint-Martin. Et autour, il y avait tous ces bistrots, et ils se voyaient là le soir, et ils attendaient le contrat. Et c'était des personnages, et nous, on ne les avait pas connus. Est-ce que on a le sentiment, en vous écoutant, et avec l'attention que vous portez à ces petites gens, ces personnalités, parfois même des gens assez étonnants. Oui, on a l'impression, Jean-Pierre, ils sont gentils, ils sont humains, on a l'impression que le Brady était fait pour vous, en fait. Comment vous en êtes arrivé à acheter le Brady? Est-ce que vous aviez eu d'autres propositions? Pourquoi vous avez acheté le Brady? Parce qu'un jour, Woody Allen me dit, quand tu deviendras vieux, et Truffaut l'a fait aussi, achète un cinéma. Parce que Truffaut, il avait acheté le studio Cujas, lui. Et il y a des gens, et les gens oublient un truc très important, c'est qu'il y a un monsieur qui s'est appelé Louis Deluc. Et personne ne sait qui c'est, sinon on lui attribue un prix. Chaque année, on attribue un prix Louis Deluc, mais on ne sait pas qui est Louis Deluc. Alors Louis Deluc, c'était un jeune journaliste qui avait fait des films, mais il ne pouvait pas les passer, personne n'en voulait. Alors il a été chercher un garage rue des Ursulines, et il en a fait un cinéma, Les Ursulines. C'était le premier cinéma qu'un réalisateur a fait. Et voilà. Et alors, de là, Truffaut, après, a acheté le studio Cujas, et finalement, les gens ont commandé le louche à acheter le studio machin à Montmartre, et moi, je me suis dit, mais puisqu'ils ont tous acheté quelque chose, moi je vais en faire autant. Mais il n'y avait pas de cinéma à vendre. Alors, un jour, je dis à un jeune comédien, je dis, écoute, tiens, je te donne 5 000 €, trouve-moi un cinéma. Parce que moi, j'ai pas le temps, je ne peux pas aller chercher un cinéma. Et il est allé voir cette vieille dame de 92 ans du Brady, et qui était derrière sa caisse, parce qu'à l'époque, la caisse du Brady était dehors. Elle était comme si elle vendait des billets de la loterie nationale, elle était dehors. Elle n'était pas comme il y a actuellement la caisse, elle était carrément sur le boulevard. Alors, il est arrivé là, il a dit, madame, je cherche un cinéma. Bon, monsieur Moki, la dame a dit, ben moi justement j'ai 92 ans, je ne veux plus rester là, et je lui vends. Et ça s'est fait comme ça. Et c'est comme ça que j'ai hérité de ce cinéma. Et Truffaut m'a dit, Truffaut était mort. Il a rien pu me dire, parce qu'il aurait pu me le dire. Mais il me l'aurait dit s'il avait été là. Il n'était pas un peu fou de prendre un cinéma dans ce quartier-là. Parce que c'était pas un quartier pour des étudiants, c'était un quartier pas pour des vieillards. Parce que moi, comme j'ai un certain âge, déjà j'en avais un certain lorsque j'ai fait le cinéma. Et figurez-vous que je me suis dit que mon public, c'est ou les vieux ou les tout jeunes. Mais les gens du centre, non. Alors, il fallait que je trouve un endroit où les vieux voulaient aller. Or, le boulevard de Strasbourg est un boulevard dangereux. Parce qu'à partir de telle heure, maintenant je pense que ça s'est arrangé pour vous. C'est un peu mieux maintenant. À l'époque, le boulevard, à 8 heures, le mec qui avait la brasserie à côté, il fermait. Le truc d'en face fermé, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire c'était le trou noir. Mais il y avait le métro Château d'Eau, avec tous les noirs et tous les drogués du coin qui voulaient attraper les sacs des dames ou les portefeuilles des mecs. Ce qui fait que le soir, j'avais du mal à avoir des clients, moi, pour la séance même la séance de 8 heures, mais surtout celle de 10 heures. Parce que les gens avaient peur d'aller là. Parce qu'au-delà de la rue de Metz, c'est-à-dire du fameux archipel et du théâtre Antoine, qui est sur le boulevard de Strasbourg, mais dans une zone, disons, franche en quelque sorte. Parce qu'on peut y être, il y a des bistrots, il y a une animation, etc. Tandis que dès que vous passiez la rue de Metz, à ce moment-là, il n'y avait plus rien, c'était le noir. Alors les vieux, ils marchaient là-dedans, ils avaient peur de se faire agresser, donc ils n'y allaient pas. Et alors le soir, j'avais personne. Et alors, au bout d'un moment, j'ai dit à Fabien, mais est-ce que vous voulez le prendre? Moi, je peux plus. Et puis voilà pourquoi j'ai laissé tomber. Mais je regrette parce que
cette population, j'aurais voulu amener tous ces Noirs, tous ces Chinois, tous ces gens-là vers ce cinéma-là, même en leur projetant des films à eux, des films qui leur plaisaient. Alors lui, il s'est tapé les Turcs, parce que j'ai fait une proposition de cinématographie turque. C'est les Turcs, parce que l'avantage des Turcs, c'est qu'ils se déplacent en groupe. C'est que quand vous avez un ticket, vous en avez 8 en même temps. C'est bien avec la famille. Ça, c'est intéressant. Vous avez souvent dit que le public noir, le public africain aimait vos films. Oui, mais pas leurs films. C'est-à-dire, curieusement, ils Non, allaient les voir vôtres. mes films à moi, mais pas voir ils allaient les voir aux Champs-Élysées. Et oui, parce que les Noirs, j'aime beaucoup les Noirs, et ils m'aiment bien, et on s'entend. Donc ils aiment bien mes films. Mais ils ne les regardaient pas chez moi. Ils les regardaient ailleurs, dans d'autres cinémas. Donc ça servait à rien. Et j'en voyais passer comme ça devant mon cinéma, je me disais, mais nom de Dieu, ils passent tous, ils s'arrêtent. Alors quand on a fait les Indiens, parce on s'est dit, bon, les Noirs ne viennent pas, on va faire venir les Pakistanais. Mais on a fait Bollywood, mais il n'y avait personne, pas de Pakistanais, il y avait des Européens, mais pas de Pakistanais. Alors finalement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et puis les enfants, ils vomissaient le matin, si on les mettait là-bas, après les vieux, bon... c'est dans les Indiens, ils envoyaient du riz dans la salle. Alors avec ça, Pourquoi ils envoyaient du mais riz? parce que c'est leur tradition. C'est pour ça que l'amateur de cinéma fantastique et tout ça, donc de fin 80, début 90, a quand même du respect pour les gens bizarres finalement, puisqu'il n'y avait pas d'autre public. Parce que c'est quand même grâce à eux que le cinéma continue à vivre. C'est grâce à eux que le passionné de cinéma bis, de cinéma fantastique, contre vents et marées, a pu voir des copies sur le grand écran. Donc oui, on hésitait à franchir le pas, mais s'il y a... Vous aviez sentiment de ce danger dont parlait Jean-Pierre un peu quand même. Vous n'alliez jamais vous aventurer dans les années 80 le soir? Non, et puis pareil pour les toilettes, les petites toilettes, on s'arrangeait C'était toujours occupé, les toilettes. On s'arrangeait toujours en général pour aller dans un bar avant, pour ne surtout pas aller dans les toilettes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ou alors à la séance de midi, à l'ouverture, vite on se précipitait tant qu'il y avait personne dans la salle, on se soulageait et après on se retenait pendant 3 heures. Mais il y a du respect quand même pour ces gens-là, parce que mine de rien, quoi qu'on pense des SDF, ils avaient payé leur place, c'était pas des récilleurs. Les gens appréciaient quand même le spectacle pour ce que c'était, un spectacle populaire, et ce soit d'autres salles de quartier à Barbès par exemple, où j'étais habitué des années 80, on était au milieu des Maghrébins qui venaient rentrer du marché avec leur sac de provisions remplie de légumes. Grâce à eux, je pouvais voir des films de kung-fu, des films du monde entier à l'époque, bien avant Bollywood et tout ça, on a pu voir des films indiens, des films chinois. Vous parlez du Trianon, non? C'est aussi au Trianon, le Barbès Rochoir, la Cigale, qui sont devenus des salles de concert. Et donc, ces gens bizarres, comme on dit, finalement, avec le recul, on est quelque peu fiers d'avoir fait partie de ces gens-là, grâce à qui on a pu voir ces films-là dans ces conditions. Et vous êtes amateur de cinéma d'épouvante, de fantastique. C'est aussi souvent un cinéma qui met en valeur le monstre, la personne qui est réprouvée, le monstre de Frankenstein qui se fait pourchasser par les habitants d'un village. Est-ce que vous aviez le sentiment que le film projeté au Brady racontait aussi quelque chose des personnes qui assistaient au film? Pas au début, mais petit à petit, je pense que oui. Et déjà, moi, entre guillemets, je me sens à l'époque, dans les années 80, les amateurs de cinéma fantastique, on se sent déjà rejeté. On se sent déjà quelque part en dehors quand on est au lycée, quand on commence à travailler, à rentrer dans la vie professionnelle. On ne dit pas à la fin des années 70 ou au début des années 80 qu'on a ces goûts-là. On a une vie Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc on n'est pas en train de se dire on fait partie des monstres, on est réprouvés, mais c'est vrai que... C'est un sentiment. Il y a quelque chose qui infuse. Et après, donc, quand Jack m'interviewe, quand on lit dans le livre, on se dit, ah ben oui, il nous met sous les yeux finalement ce qui était enfoui là quelque part.
Ça, vous aviez une culture du cinéma fantastique ou c'est quelque chose que vous avez ressenti? J'ai approfondi ça oui. après le Brady, oui, ça c'est sûr. Pendant le Brady aussi. Mais pendant aussi. Parce que vous voyez les films que vous projetiez, même par bribes. On a passé quand même des grands films, hein. Fricks par exemple, nous l'avons passé, Fricks. Avec le Sir Samuel. Ted Browning, on a passé ça, on a passé... Les films de Terence Fisher sont des Oui, films. on a fait plein de... On a passé aussi des nanars, mais aussi des grands films, donc des films fantastiques, etc. On a tout fait. Donc c'était un cinéma où on pouvait... C'était pas très cher. On faisait des places pas chères et puis finalement... C'était permanent aussi, hein, à cette époque-là, on pouvait rester... C'est pour ça d'ailleurs... c'est pour ça qu'on a arrêté ça, parce que les gens restaient et donc l'anecdote, je sais pas, elle est quand même amusante, c'est qu'en général, donc, quand j'avais envie d'aller au Brady, il fallait que je fasse 2 allers-retours, parce que donc, comme dans l'officiel des spectacles, c'était marqué permanent de midi à minuit, on ne savait pas quels étaient les horaires. J'avais envie de voir les films dans leurs intégralités, pas une fin. Donc il y avait un premier aller-retour à la case du Brady pour voir les horaires qui étaient affichés. Bon, en général, ça ne correspondait pas au moment où on venait, on partait et on revenait le lendemain ou sur le lendemain pour voir le film au début. Il y a quelques cinéastes qui ont été des habitués de la programmation, je pense surtout parce qu'il y a une affiche qui est à l'expo de La Vampire Nue, Jean Rollin. Jean Rollin, justement, c'était quelqu'un qui... Et on a passé des films de Rollin là-bas. Pourquoi vous riez? Vous riez parce que je cite Jean Rollin. Jean Rollin vous fait rire? C'est un grand classique du cinéma bis. Bon. Non, mais on a passé tous les Rollins et on a passé les Dario Argento aussi, parce que Dario était venu d'ailleurs, on avait invité Dario Argento. Et on a invité beaucoup de gens, on a invité Benazeraf aussi, ça a été un de nos invités, parce qu'à un moment donné, on a invité des metteurs en scène à venir parler dans le cinéma. Donc on a fait des soirées, on a fait une soirée Benazeraf avec un film Joe Caligula, après on a fait Lautner, on a fait Georges Lautner, on a fait Corneau, on a fait plein de gens. D'ailleurs, le Benazeraf va passer bientôt. Et alors, c'est au Brady. Dans des programmes. Il y aura aussi un film de Moki d'ailleurs. Ça sera un double programme spécial avec votre film et Benazeraf. Et c'est au Brady. C'est Joe Caligula du Suif pour les dames. Voilà. Et le Moki, c'est l'Albatros. C'est les dragueurs. Les dragueurs, pardon. Surtout, ce qu'on a fait, c'est Tarantino. Parce que il y a une anecdote sur Quentin que je connais bien maintenant, il est devenu le parrain du Brady. Ce que peu de gens savent, il nous a fait une belle lettre. Il y avait marqué « Vive Moki, vive le Brady ». Et c'est lui qui l'a écrit à sa belle-main quand il était avec Sophie Coppola. Parce qu'ils sont venus un jour, il y a une voiture qui s'est arrêtée devant le Brady, c'était une super voiture, parce que malgré que c'est un auteur d'art et d'essai, un auteur un peu particulier, le père Tarantino, il était venu en voiture, mais alors ces voitures, vous voyez, les Buick américaines de l'époque, grande voiture Buick, et il descend avec Coppola devant le Brady, et il y a le caissier, il demande 2 places. Et on jouait Mitraillette Kelly avec Bronson. Il est devenu le parrain donc du Brady. Voilà. Et maintenant il est le parrain du Desperado. Alors c'est pas tout à fait pareil. Le Desperado, c'est votre nouvelle salle, la salle que vous avez. Et j'ai changé la rive droite contre la rive gauche. Et pourquoi? Parce que dans le 5e arrondissement, vous êtes dans le 10e ici, moi je suis dans le 5e maintenant. Et le 5e, c'est des vieux professeurs, des vieux médecins, des vieux fonctionnaires, des vieux machins. C'est mon Et de l'autre côté, il y a Jussieu, la Sorbonne, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a les jeunes aussi. Les étudiants, friands finalement. Parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont friands, les jeunes, de vieux films. De vieux films, ils sont friands de vieux films. Voilà. Mais voilà. Jean Rollin? Un mot sur Jean Rollin quand même. Je l'ai connu, Jean Rollin. On va laisser la parole à Jacques. Non? Vous voulez la parole? Non, mais Jean Fournier m'a raconté une histoire effectivement avec Jean Rollin, parce que c'était un peu sa salle, parce que je pense qu'à partir d'un certain moment, il n'y a plus que là que ces films passaient. Oui, il n'avait pas tellement le choix. Donc une fois, il est arrivé avec une
copie de... Alors c'était Suce moins vampire et la version non porno, Lèvres de sang. Lèvres de sang. Elle est sur la couverture du bouquin en fait. Sur la couverture du bouquin. Radissima des damnés, on voit le... Lèvres de sang. Lèvres de sang. Et en fait, il avait les deux versions du film et il a demandé au projectionniste du Brady donc de faire une seule copie à partir des deux, en prenant les meilleures parties. Et en enlevant les plans en hard. enlevant les plans porno, mais pour avoir une copie, parce qu'il y avait une qui était plus abîmée que l'autre, donc il voulait avoir. Ouais. Et il lui a laissé passer, La version. il a laissé à Jean la possibilité de passer le film pendant une semaine gratuitement. Donc c'était des échanges comme ça de bons procédés entre un cinéaste et un cinéma. Voilà, il y avait d'autres relations avec des cinéastes français Non, je crois que Gaspard Noé venait souvent. Ovidier, je l'ai vu plusieurs fois. Elle allait voir des films d'horreur. Ça, c'est plus récent. Mais il y avait beaucoup de chanteurs aussi qui venaient là. Il y a des chanteurs, il y a Pagny, Florent Pagny, machin, et ils venaient parce qu'il y avait les metteurs en scène de la Nouvelle Vague qui allaient au Paradis, mais il y avait aussi des chanteurs. Et moi j'ai vu Eddie Mitchell par exemple, à l'époque, trop, là c'est vieux ça. Johnny Hallyday, il y a des gens comme ça qui sont allés au Paradis. Oui, ils allaient voir les films. Mais parce que c'était une jeunesse, c'était le Golf Draw à Richelieu-Draw, après le Midi-Minuit un peu plus loin. Eux, ils passaient à l'ABC souvent et ils chantaient à l'ABC. Et puis après, il y avait le Beverly qui existe encore. Ah oui, c'est le dernier cinéma porno. Voilà, alors il y avait le cinéma porno pour couple. Il y a beaucoup d'hommes seuls. Il y a une soirée couple et le reste de la semaine, je crois que c'est. Et puis il y a Jamel Debbouze qui a pris le Broadway, qui n'est plus un cinéma. Bon, mais en fait. Oui, il y avait énormément de cinéma dans ce il y avait le ciné, il y en avait le ciné-journal à côté du B14, du 11, le Pâté Journal. Oui, d'ailleurs, le journal, il y avait le Palais des Arts, il y avait le Picardie, il y avait le 10e arrondissement, c'était l'arrondissement où il y avait le plus de cinéma, à un moment donné. C'est bizarre, parce que c'était un lieu populaire. C'est comme là, quand il y a eu les attentats le 13 novembre, tout le monde était planqué dans des cafés là-bas du côté de Charonne et de machin. Et là, ici, c'était le boulevard Sébastopol et le boulevard de Strasbourg, c'était bourré de cinéma. Il n'y en avait pas un, il y en avait 10. Il y avait le Palais des Arts, le Picardie, le machin, le Pâté Journal, le Pix, et le Gloria, le machin, le Bikini, le Concordia, le machin. Il y en avait partout. Le Strasbourg, oui. Et est-ce que dans la salle, est-ce qu'il y a des gens du quartier? Oui. Vous avez fréquenté tous ces cinémas? Le Brady, oui, c'est un des premiers cinémas où je suis allée quand j'avais 18 ans. Oui, 72 ans. Mais vous y alliez seul, parce que j'ai l'impression qu'on se fait tout un monde. On a beaucoup parlé du danger du Brady. Moi-même, j'étais spectateur, j'y suis allé dans les années 90. Je ne me suis jamais senti vraiment en danger. Alors moi j'habite le quartier depuis 78. Donc j'ai d'abord, je vais revenir mes premières visions du Brady. Donc j'y suis allée, j'avais 18 ans, je suis allée avec ma sœur. Et on est allés toutes les deux voir les films, les Dracula, les Terence Fisher et tout ça. Et je me souviens du devant, avec des découpes, donc, un peu comme dans un fantôme. Un fantôme, voilà. Des yeux avec les cils, les gros yeux avec les cils. Et il me semble bien qu'il y avait, même après, dans les années 80, qu'il y avait une dame qui plaçait, il y avait encore une placeuse. Oui. Et aussi, elle passait pour les bonbons et tout ça. Elle avait encore un petit truc pour les bonbons. Mais ça, c'était après. Et du temps de Monsieur Mocky, je suis allée aussi voir des films. Moi, j'y suis toujours un peu allée. J'y vais moins maintenant. Mais parce qu'effectivement, j'y allais pour la programmation quand même. Des bis, des films d'horreur, des films aussi de Jess Franco, les films un peu sexe, horreur et tout ça. Et on y allait pour ça quand même. Oui, moi, je ne me suis jamais sentie en danger de quoi que ce soit, du fait qu'aussi je connais bien le quartier, donc quand on connaît bien le quartier, c'est pas pareil. Hein. Non, oui, Jess Franco, il y avait beaucoup de films de ce cinéaste espagnol. Et
Oui, non, j'y suis même allée toute seule, moi, je crois. Tout à l'heure, il n'y avait pas la notion de danger dans les anecdotes, c'est la notion d'être ennuyé, de ne pas pouvoir suivre un film tranquillement, et aussi il y avait du bruit, du mouvement. Ça, c'est pas spécialement un danger, on ne va pas se faire attaquer. Mais vous faisait la police quand même. Oui, oui. Il y a pour elle s'appelait Maggie, et parfois elle passait dans le... C'était la femme de Jean Fournier, non? Ah non, ça dépend des époques. Moi, je parle d'avant en fait. Mais il y avait ceux qui se sentaient vraiment, qui voulaient être tranquilles. Il y avait une allée sur le côté à gauche. Il y avait une allée de. On voyait les gens qui, comme il y avait des entrées sorties de permanence, on avait les silhouettes qui découpaient sur l'écran. On était à côté, c'est ça. Mais moi, je trouvais ça sympathique ce bruit, et ça me fait penser dans Fellini Roma, ça n'est pas une séquence dans un cinéma, mais dans un musical où les gens braillent, mangent, et je trouve que... Et je me souviens aussi que Jacques Tati disait qu'il était content que les gens parlent pendant la projection de ses films, parce qu'en fait, c'est un cinéma où il y avait une vie. Donc cette vie-là m'intéressait autant que la vie qu'il y avait sur l'écran. Je me souviens d'ailleurs, beaucoup de gens ont souvent critiqué l'escalier qui menait aux fameuses toilettes, à cette toilette zone. Donc l'escalier se trouvait en fait au Brady. L'escalier était tout à gauche, ce qui rendait d'ailleurs l'écran peut-être pas du tout adapté pour le cinémascope. Voilà. Et donc je me souviens une fois qu'un des familiers du Brady qui était installé au premier rang, avec ses sacs à provisions, tout ça, comme il était là en permanence, il était arrivé à midi, il allait repartir un peu avant minuit, donc il vivait dans le cinéma ce jour-là. Il avait eu envie d'aller aux toilettes, donc il monte l'escalier, et pendant un moment, pendant 40 ou 50 secondes, il reste stationné sur le haut. On avait l'impression que le personnage... D'ailleurs, je dis personnage, c'est curieux comme lapsus. On avait l'impression qu'il allait rentrer dans le film. Moi, ça m'intéressait beaucoup, ça, comme spectateur. Que les choses se brouillent en permanence au Brady, que le cinéma n'était pas seulement sur l'écran, mais parfois dans la salle. Donc ça me touchait beaucoup. D'ailleurs, vous parlez de ce genre de choses aussi dans votre livre. Bah, effectivement, moi, quand j'y étais, je passais plus de temps dans la salle qu'à regarder les films, en fait. Pour vous, le spectacle était dans la salle. Vous étiez un peu voyeur de... J'étais un peu le vigile aussi, donc on surveillait un peu ce qui se passait. Quand ils étaient à poil, on les foutait dehors. Mais enfin, ça n'arrive pas tous les jours, ça. Quand il y avait une femme, on se disait, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Donc on allait et puis on regardait les types. Attention, hein. Ça, je te vois. Hein. Ah oui. Et puis il se passait quand même quelque chose, donc du coup elle ressortait. Il y a eu une histoire incroyable avec Harry Potter. Vous pouvez nous parler de ça parce que... Oui, alors en fait à l'époque il n'y avait vraiment pas beaucoup d'entrées, donc on essayait de faire... le programmateur essayait de faire venir des gens, donc on essayait à la fois de passer des films de Mocky, de passer des films plus ou moins récents comme Harry Potter, et en même temps passer L'Esclave de Satan et Baise-moi. Donc on a fait Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinity. Donc et au même prix, L'Esclave de Satan. L'Esclave de Satan, c'était une série Z anglaise. Donc à 11h, les clochards venaient pour dormir. À 13h, les prostituées venaient discuter avec le caissier. Et déposer leur parapluie. Voilà. Ensuite, il y avait les gays maghrébins qui venaient se rencontrer dans les toilettes. Et ensuite, il y avait les spectateurs pour le spectacle de Harry Potter. Donc, on était obligé de dire, bon, tenez-vous tranquille. Enfin, on devait faire des discours oui. aux spectateurs. Non, c'est parce que... Non, mais... ce qui se passait, mais... donc, c'était un peu surréaliste. Oui, c'est dans le livre. Hein, il y a un chapitre qui est assez étonnant. C'est que, effectivement, Harry Potter, c'est une programmation pour les enfants. Hein. Et donc, vous aviez, je crois, eu l'idée d'une programmation, oui, à 14h. Le caissier, le gérant, Jean-Philippe Bonnet, qui était à la caisse, est allé au devant des spectateurs, des habitués du Brady, pour dire... écoutez, il va y avoir Harry Potter maintenant à 14h, il va y avoir énormément d'enfants,
et tenez-vous tranquille. Je vous demande de faire maintenant, c'est important pour notre cinéma, tout ça. Restez surtout tranquille. Ah, c'est ça. Ouais, oui, voilà. c'est quand même... Mais ils sont pas forcément restés tranquilles. Mais... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais ils sont restés tranquilles. Oui, bon, il y a eu quelques incidents, mais... Ah. Non, mais est-ce qu'il y a d'autres habitués du quartier qui fréquentaient la salle? Oui, monsieur? Bah oui, moi dans les années 65, par là... Dans les années 65, vous êtes peut-être le doyen alors des spectateurs là. Non, il y a Jean-Pierre Mocky peut-être. Non, moi j'ai commencé à y aller quand j'avais une douzaine d'années parce que j'étais passionné de films fantastiques. Et effectivement, à l'époque, il y avait le Colorado, l'Atomique, le Pix, tout ce cinéma. Mais bon, le Colorado avait un squelette à l'entrée, dans un cercueil. Et donc, les gens qui étaient grands, quand ils passaient, ça effleurait le visage. Alors le Brady était, dans mon souvenir, le Brady était plus glauque que le Colorado, parce que le Colorado, j'étais protégé par l'ouvreuse. C'est vrai que ce que vous dites est vrai, on n'était pas en danger, on avait en permanence des gens qui s'asseyaient à côté de vous, qui roulaient des billets. Alors là, vous regardez l'écran, et jamais à gauche, jamais à droite, et l'ouvreuse du Colorado, qui me connaissait bien, elle venait dire « Allez, vieux dégueulasse, laissez-le tranquille !» Parce qu'elle me connaissait, j'y allais à chaque semaine. Et quand les films étaient très bons, j'emmenais mes parents et mes sœurs. Il y a Le Masque du Démon, un film. Ah oui, c'est ouais, il est passé au Brady. Quand il y a eu Le Masque du Démon, moi je venais en plus entre l'école buissonnière. Et dites-moi, vous aviez déjà 13 ans, non? Eh oui. Oui. Ouais. Non mais elle me laissait rentrer. À l'époque, il y a des petites affiches disant quand on est avec ses parents, on peut rentrer. Donc, et puis elle me connaissait, donc des fois elle me laissait rentrer à 12 ans et à 13 ans. Et c'est vrai que c'était un peu glauque, et puis quand je sortais, souvent j'attendais mon père qui venait me chercher en voiture, et j'attendais des fois 1 heure devant le boulevard de Strasbourg, ou de Bois-Pigalle, avec des gens qui tournaient autour de moi, mais c'était pas dangereux, c'était un peu glauque, quoi. Et au Colorado, c'était aussi un cinéma assez extraordinaire. Et on pouvait aussi acheter les affiches, pour 100 francs, donc 66 centimes d'euros. En fin de semaine, j'achetais au projectionniste, qui était un type à l'époque, dans mon souvenir, moi j'étais petit, un type assez gros, avec les cheveux un peu visqueux, avec des grosses lunettes, et il me vendait 100 francs, donc 1 franc après, et 66 centimes d'euros, 55 centimes si on pourrait dire. 1 franc, 15 centimes d'euros, je sais pas. Donc j'avais les affiches et puis les matériels de projection pour les racheter. Et vous avez gardé tout ça? Oui, j'en ai plein, j'en ai des stocks entiers chez moi. Ah ben, vous allez pouvoir aider à une prochaine exposition plus vaste. Ça pourrit dans des cartons. Et donc le Brady, alors moi, peut-être que mon souvenir est faussé, mais du coup, parce que j'en ai pas tout à l'heure avec vous, je crois, dans mon souvenir, peut-être que je me trompe, il y avait effectivement le couloir, mais il y avait un petit balcon, peut-être que c'est mon souvenir qui est faux, et la dame me disait, oh là là, au balcon. Elle venait le matin, moi j'avais la première séance parce qu'après je filais à la cinémathèque, je faisais le ma balcon, on l'a cassé. Mais il y avait bien un balcon qui était de côté, et donc elle me disait, oh là là, au balcon, si vous saviez ce qui se passe. Et elle arrivait avec un truc de fly-tox qui passait partout à 10h du matin, comme ça. Et elle disait, ne montez pas là-haut, oh là là, ils sont dégueulasses. Si vous saviez ce que je trouve là-haut, mais moi je ne savais pas ce que c'était, parce que j'avais 12 ans, j'étais un peu innocent, et j'imaginais des tas de choses épouvantables qui se passaient au balcon. Et dans mon souvenir, peut-être qu'il est faux, l'écran étant plutôt orienté balcon et projecteur comme ça, des fois les films étaient un peu en trapèze. Ils étaient projetés en trapèze, c'est-à-dire que le film n'était pas droit, il était en trapèze. Parce qu'il était fait pour les gens du balcon, et le balcon était comme ça, et la salle en bas comme ça. Donc c'était assez curieux. Donc ça, c'est vraiment des trucs des années 60, mais c'est vrai qu'autour, il y avait des cinémas. Alors, il y a eu un truc, à un moment donné, des films doubles. Alors ça, c'est oui, à partir de 60. Alors, il y avait un film porno et un film fantastique. Alors moi, je venais pour fantastique, mais des fois, je me farcissais les minettes en folie pendant un quart d'heure ou une demi-heure. Et alors un jour, les films étaient ce qu'on appelle caviardés. Et moi, j'étais passionné de cinéma, je disais, comme 10 minutes fantastiques. Et un jour, je vois dans un journal, un canard, La nuit de la grande chaleur, film érotique. Comme je connaissais bien lui, La nuit de la grande chaleur, si je traduis le film de Terence Fisher, qui n'est jamais passé en France, The Night of the Big Hit, peut-être que c'est celui-là. Donc je passe au Brady, peut-être au Pix, mais je pense que c'est au Brady, et je vois l'affiche, où je vois effectivement l'affiche avec Peter Cushing, Christophe Story. Il n'y avait aucun nom, c'était marqué La nuit de la grande chaleur, donc je rentre, et c'était je crois que j'ai jamais vu de ma vie, pourtant j'ai lu L'enfer pour Miss Jones, j'ai lu Deep Throat, et puis
tous ces films-là en cachette, comme vous dites. Et c'est un des films vraiment les plus dégueulasses que j'ai vus. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'on voyait des scènes, le film de Terence Fisher durait 1h20. Il en restait à peu près 50 minutes, mais alors c'était extraordinaire parce que ce qu'on appelait caviarder des films, c'était couper le film et mettre à l'intérieur des scènes porno. Et donc on voyait des acteurs qui étaient vraiment des gens. Moi j'ai interviewé Christopher Lee quand j'avais 13 ans, c'était un des grands souvenirs. J'avais interviewé pour la radio Christopher Lee, qui était un gentleman. Peter Cushing, c'était un acteur shakespearien. On les voyait qui rentraient dans une salle en discutant. C'était un film sur des extraterrestres qui font monter la température sur Terre pour s'y installer. Alors, Christopher Lee disait, j'ai remarqué que la température monte. Ils rentraient dans une salle et on voyait des scènes porno, dans des granges. À un moment donné, il y a toujours une fille qui rentrait en kilt. Une petite, ça se passe en Écosse, elle rentre en kilt, elle ouvre la porte. Et la scène, c'est censé être elle, on voit elle devient une énorme japonaise, chinoise, complètement à poil. C'était incroyable parce que le gars qui avait regardé ça avait vraiment mis des films de tous les pays, suédois, chinois, japonais, et tout ça inséré. Et je me disais, si Terence Fisher voyait ce film, on aurait une crise cardiaque, très due à l'époque. Voilà. Et des souvenirs de films incroyables. Voilà. Et Christopher Lee avait même tourné avec Jess Franco. Plusieurs. La nuit de la Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Poser des questions. Jean-Pierre dit non. Je pense qu'on a beaucoup parlé du Brady, voilà. Donc, maintenant, on va signer les livres. Voilà. Vous avez amené votre livre. Ah oui, j'ai amené un livre, mais je pense qu'il est trop cher pour le Brady. Non. Et il est à 40 €, c'est ça? 45 €, donc voilà. Il a 800 pages et 700 photos, alors c'est pas très ça vaut le coup alors. Il y a le livre de. Ah, monsieur, une petite question pour monsieur Torrance. Et à quand le Brady 2? Parce que moi j'attends le cas échéant. C'est-à-dire avec effectivement que vous avez écrit, justement avec aussi. Oui, aussi des histoires de pré-Brady. Pré-Bucky, ensuite au moment où c'était un petit musical de striptease. Parce que ça serait vraiment intéressant. Pour rechercher. Votre livre là, que donc vous pouvez signer également tout à l'heure, votre livre a eu beaucoup de succès. Est-ce que ça vous incite à alors pas forcément un Brady, mais un autre livre? Est-ce que quels sont vos projets éditoriaux? J'écris d'autres romans, mais effectivement, j'ai dans la fiction. J'ai quelques pages sur un Brady 2, mais ça dépendra de. En fait, il y a des personnes que je décris dans le livre. C'est pas ça raconte l'histoire du Brady en filigrane, mais c'est aussi des histoires de personnes qui habitaient au Brady, qui travaillaient ou qui dormaient. Voilà. Et donc, j'attends de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus en fait. Éventuellement pour raconter la suite de l'histoire, mais voilà. Donc, le livre est intéressant justement parce que c'est pas seulement l'histoire aussi la cinéma, c'est les personnages qui sont autour. C'est le théâtre avant d'aller au cinéma, finalement, qui fait du compte avec les multitudes d'intervenants. Et ça, ou les pratiques comme le caviardage, j'aimerais bien cette pratique. Des copies un peu médiocres, et puis d'un seul coup il y avait aussi une bonne copie. Oui. Et d'ailleurs, on a passé les rats de Manhattan pour la sortie du bouquin, et je l'ai vendu en disant copie pourrie garantie, VF, et en fait la copie était magnifique. Ça m'a vraiment étonné. Alors il y a ta question. Bonsoir, en fait c'était juste pour avoir un petit détail. Vous avez parlé de l'appartement qu'il y avait derrière dans Brady. Monsieur le propriétaire. Voilà, c'était pour savoir ce qu'il y avait en fait l'appartement dans le Brady en fait. Derrière le Brady, comme c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un ancien musical pour striptease, derrière il y avait une scène, il y avait d'ailleurs une scène, et derrière la scène il y avait un espèce de studio où il y avait les girls qui se déshabillaient, et il y avait donc un vestiaire si vous voulez. Et nous on travaillait là avec mon scénariste, on a longtemps travaillé là derrière, derrière le Brady. On rentrait par la cour et on traversait de l'autre côté sur le faubourg Saint-Martin, là ça s'appelait le passage, c'est un passage.
Et là, on avait carrément les coulisses du Brady, c'est-à-dire en fait ce qui était avant le music-hall ou avec les danseuses qui se déshabillaient là. Et là, c'était devenu notre bureau et en fait, il existe toujours. Hein. Oui, ça s'appelle les loges du théâtre. Voilà, les loges du théâtre. Donc normalement, quand il y a un spectacle maintenant, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que ce malheureux Brady, n'ayant plus de films genre Fantastique ou Z ou machin dont on vient de parler, moi je l'ai retransformé en théâtre. C'est-à-dire qu'on a rouvert le théâtre, c'est-à-dire que brusquement, on a installé une jeune personne là-dedans, une jeune femme qui est venue jouer avec 4 comédiens et elle a eu du succès. Et tous les soirs, on arrêtait le cinéma à 8 heures et il y avait la séance de théâtre. Et c'était complet. C'est ça qui était formidable, c'est que le cinéma n'était pas complet. Mais quand c'est redevenu pas un beuglant, parce qu'il ne jouait pas, il n'y avait pas de striptease là-dedans, c'était une pièce qui s'appelait Le mariage nuit à la santé. Et cette pièce, jouée par des inconnus, dirigée par une jeune femme, a tellement bien marché qu'il est resté presque 1 an au Brady. Et ensuite, il a été repris au théâtre du gymnase. Donc, vous voyez que finalement, la vocation du Brady, lui, je ne sais pas, vous faites du théâtre un petit peu, non? Oui, un petit peu. Non, voilà, c'est lui qu'il faut interroger, parce que moi, j'avais lancé le théâtre. Alors, il y avait la séance à 7h, c'était un espèce de one-man show, et à 20h30, c'était une pièce. Et finalement, ça rapportait plus d'argent que le cinéma. Voilà. Alors maintenant, le cinéma rapporte plus d'argent que le théâtre et on maintient le cinéma et on essaie de le défendre le plus possible et on utilise le théâtre comme petit trou de secours. Voilà, mais en tout de même, voilà comment on a fait pour essayer de faire. Juste avant de partir, on a transformé ça en théâtre. Oui, bonsoir. Moi, je trouve qu'on a beaucoup parlé du Brady du passé et justement, c'est en train de virer. Je voulais qu'on parle un tout petit peu du Brady d'aujourd'hui. Très bien. On vient de passer la parole. Merci. Oui, alors, le Brady actuel, c'est l'antithèse de ce que vous venez d'entendre en fait, à la différence près qu'il y a toujours des passionnés qui y travaillent. Pour preuve de passionné, c'est que le plus passionné d'entre eux a organisé toute l'exposition et toutes les animations autour des 60 ans. Ça va de projections qu'on propose bien évidemment dans la salle du Brady. Et j'ai un vrai faible sur 2 projections à venir, une cet été et une autre qui sera proposée à la rentrée, qui sont des projections intergénérationnelles où on fait rencontrer le public de l'époque, du Brady d'avant, du cinéma d'avant, du 10e d'avant, avec les jeunes spectateurs, les enfants et les enfants ou les petits-enfants de ceux-ci. Et il y a vraiment quelque chose, un moment émouvant, puisqu'on a déjà organisé une projection il y a 3 semaines, c'est la rencontre de ces 2 générations, et ces 2 générations qui se racontent leur cinéma et comment ils vivent le cinéma. Alors, il y a 2 programmes. Il y a un machiste qui passera le 28 juin en 35 mm, et ça sera accompagné d'une première partie pour que les gens vivent un petit peu ce qu'était le cinéma d'avant. Et on a une autre projection qui sera le pendant d'une projection qui a déjà eu lieu il y a 3 semaines, qui sera Sous les verrous avec Laurel et Hardy, et là aussi avec un vrai programme à l'ancienne. Je vous invite vraiment à être attentif à ces 2 dates. Je crois que c'est les plus beaux moments qu'on arrive à voir, parce que déjà cet échange entre 2 générations, enfin 2 générations en plus, est vraiment passionnant. Donc, voilà pour les 60 ans, tout ce qu'on essaie d'apporter, on essaie d'emmener le plus loin possible le Brady d'une manière tout à fait différente, vraiment d'une manière tout à fait différente. Toutes les anecdotes, le côté pittoresque du Brady, effectivement, peut-être un petit peu parti. On propose maintenant des projections plus sérieuses. On essaie toujours d'être un petit peu dans le subversif. On me fait des signes, mais bien sûr, et du coup, j'ai perdu le nez, donc merci. Voilà, vous disiez que vous faites toujours dans le subversif. On essaie d'être toujours dans une programmation qui n'est pas obligatoirement tout à fait dans la norme. C'est vrai qu'on va plus vers la cinématographie de Gaspard Noé. Voilà, ce sont des cinémas qu'on aime défendre. Peut-être plus, j'allais dire, pas plus qu'un Rohmer, parce qu'en ce moment on propose des courts-métrages de Rohmer. Mais voilà, les films de Mocky, je trouve que ça colle toujours au Brady. Le Brady a quand même
un historique, et on ne peut pas complètement oublier l'image, la marque de l'histoire de toute sa programmation, qui a été diverse, hein, vous pouvez le découvrir encore dans l'exposition. Il y a le cinéma bis, qui est vraiment ce qui a marqué dans l'esprit des cinéphiles le Brady pour ça, le Midi Minuit également. Donc voilà, on essaie d'avoir ces clins d'œil sur ces cinématographies-là. On propose aussi beaucoup de cinéma pour le jeune public. Il y a 25% des spectateurs qui sont des enfants qu'on propose et qui se conduisent bien. Jean-Pierre, ils ne conduisent plus les enfants. Je l'ai déjà dit à l'inauguration de l'expo, mais je vous assure que les nôtres sont gentils et propres. Peut-être qu'ils mettent un petit peu de bonbons popcorn par terre, mais ça s'arrête là. Et les Pakistanais envoient des grains. Et les Pakistanais sont tout aussi peu fidèles au cinéma. On a toujours un cinéma Bollywood, mais il est effectivement plus visité par les Européens, enfin par le public cinéphile tout simplement. Et pour faire le pendant avec les 60 ans du Brady, lundi prochain, on présente un film qui s'appelle Le Cavalier Noir, qui a une grande particularité, déjà d'avoir fait partie de la programmation du Brady à l'origine de la sortie du film dans les années 60, qui a été proposé en version française à cette époque, qui sera proposé lundi soir en version originale. Et le sujet de ce film, Anne Delab qui présente ce ciné-club qui s'appelle Le 7e genre, en parlerait mieux que moi, mais et Gilles qui nous a suggéré ce film pour faire le pendant entre ces deux activités, le ciné-club 7e genre et la programmation du Brady et l'historique. Le film est sous-jacent d'homosexualité. On la comprend parfaitement dans la version originale, et la version française a été complètement orientée et fait disparaître totalement toute allusion à cet aspect du film. C'est vraiment très intéressant. Vous passez le film en VO. Alors, on passe le film en VO parce que l'intérêt du film, c'est quand même de le voir dans ce qu'il a été réellement, c'est-à-dire sa proposition d'origine avec Dirk Bogarde et Mylène de Mongeau. Mais c'est pour l'anecdote, c'est que la version française, le film est passé au Brady dans les années 60, et puis c'est ce côté, avec une version française, on arrive à cacher une partie du message, ou en tout cas on édulcore complètement, même si c'est pas le sujet, on peut voir le film sans ces petits clins d'œil, ces petites astuces autour du film, mais ça reste assez intéressant. Donc retourner au Brady, le Brady est tout à fait fréquentable. Voilà. Je pense qu'on va... Une petite question, ça sera la dernière après. Oui. Pour la programmation actuelle, en cette époque de l'Euro, pourquoi vous n'avez pas passé le film de Jean-Pierre? À Mort-à-l'arbitre. À Mort-à-l'arbitre. Ah oui. Ça aurait cassé l'ambiance. Alors c'est vrai que ce film est assez génial par rapport à la dénonciation de ce qui peut se passer. Mais il a passé au Desperado, c'est pour ça. Mais j'imagine que Jean-Pierre s'occupe de la programmation de ses propres films. Oui, mais je l'ai passé à Mort-l'Arbitre et il n'y avait personne. Je l'ai passé dimanche. Au cinéma, il n'y a personne n'est venu. Et je vais vous expliquer, il n'est pas passé à la télé. Parce qu'ils l'ont acheté, Paris Première l'a acheté, donc il va passer pendant l'Euro, il va passer ces jours-ci. Donc quand un film passe à la télé, le passer au cinéma en même temps, c'est un peu... Il faut savoir se méfier parfois de l'opportunisme de programmation, c'est pas toujours judicieux en fait. Mais j'avoue qu'effectivement on pourrait glisser sur la programmation de Jean-Pierre. Et là aussi, j'évoquais la projection double programme en collaboration avec un autre collaborateur de Jean-Pierre. Non, alors la Cinémathèque de Toulouse, c'était la semaine dernière. Vous avez donc raté une magnifique séance aussi. Vous auriez pu découvrir Les Derniers Cris de la Savane et le film Démon. On vous parle de ce que vous avez raté. Le double programme qui sera proposé avec donc, le film de Benazerev et le film de Jean-Pierre. Je me tourne, j'ai un doute sur 18 septembre. De mémoire, 18 septembre. 18 septembre, voilà.